Merci de votre présence. Je vous propose que l'on engage immédiatement les travaux de notre conseil municipal de ce 21 novembre. Et je donnerai également la parole, si vous êtes d'accord, en nommant Madame Jalin, secrétaire de séance. Il n'y a pas d'objection. Je lui donnerai bien volontiers la parole pour procéder à l'appel nominal. Madame Jalin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur Fabien Tchémé. Présent. Marie-Thérèse Auré. Présent. Alain Mamolo. Présent. DJ Caillé, excusé. Pouvoir à monsieur Fabien Tchémé. Bernard Évrard. Présent. Martine Wolf. Présent. Rita Canas. Présent. Laurence Morel-Zwindo. Présent. Chara Frifaille. Présent. Jules Caillard. Janine Lecaille. Présent. Anna Zanelli, excusée, donne pouvoir à Isabelle Jalin. Yves Floquet. Présent. Julien Boucher, excusé, donne procuration à Martine Wolf. Stéphanie Villette, absente. Serge Scarport. Présent. Yves Dromby. Présent. Francis Brouet. Présent. Bernadette Zégard, absente. Serge Lecadir, excusé, donne procuration à Bernard Évrard. Béatrice Bette, excusée, donne procuration à Francis Brouet. Christian Châtelain. Présent. Françoise Desanglois, excusée, donne procuration à Yves Dromby. Isabelle Jalin, présente. Isabelle Lebec, absente. Anne-Sophie Auquière, excusée, donne procuration à Marie-Thérèse Auré. Edmond Cuvelier, Présent. Philippe Duhé, absent. Cindy Drapier-Morneau. Présent. Jérôme Léman, absent. Hervé Comtois, absent. Jacques Lallemand, absent. Et Jean-Luc Herbuer, absent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Très bien. Merci, Madame Jalin. Immédiatement, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de rendre hommage à l'un des nôtres qui a été élu municipal, ici même, à l'époque d'Oscar Carpentier, qui fut élu en 1935. Par ailleurs, avec sous la mandature de Guy Ville et enfin de Jean-Claude Rory, je veux parler de Marceau Doisy, qui a été conseiller municipal. Chacun sait qu'il était considéré comme l'adjoint de la briquette, dans la mesure où c'est la fonction qui lui avait été, comme on dit, réservée, proposée, qu'il avait bien volontiers accepté. C'était entre guillemets le maire de la briquette. Chacun a connu Marceau et son épouse Gisèle, un couple accueillant, chaleureux, qui s'est dévoué sans compter toute sa vie. 37 années d'activité au sein d'Usinor Tri-Saint-Léger. Alors je voulais, en mon nom, en votre nom bien entendu, eh bien, saluer la mémoire de Marceau Doisy, dont les obsèques se dérouleront à Beurage, le crématorium, ce samedi à 13h30. Et puis je serai peut-être prête, bien entendu, pour vis-à-vis de Marc, le dernier enfant, et vis-à-vis du second fils, et bien leur témoigner de toute notre amitié, de notre sympathie et dans notre soutien dans cette épreuve. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ces dernières semaines, la municipalité a eu la satisfaction de voir la concrétisation qu'elle mène en partenariat avec Valenciennes Métropole et les bailleurs sociaux en faveur du logement. En effet, rue Barbara, Pierre Bachelet, située près de la maison de retraite Les Jardins de Cybèle, de nouveaux arrivants ont ainsi pu intégrer leur logement. La ville a en effet décidé, comme vous le savez, eh bien, depuis quelque temps, de faire de ce quartier un lieu de mixité sociale dans un cadre agréable qui respecte l'environnement et qui permet surtout d'offrir des logements dignes du XXIe siècle à de nombreuses familles de Marly et ainsi donc du Valenciennois. En faveur des personnes âgées ou handicapées, c'est la réalisation de 14 logements qui sont situés en cours de construction, chemin d'Aulnoy, et qui seront livrés au premier trimestre 2014, ce qui viendra compléter cette opération. Enfin, dans le quartier de la Briquette, l'opération de démolition, reconstruction dans le cadre de l'ORU, comprenant 33 maisons
15 appartements et un point service, avance et le relogement des familles pourra ainsi se faire dans le premier semestre de l'année prochaine en prenant en compte prioritairement les besoins de relogement des familles dont les maisons sont démolies. Tout cela démontre ainsi la volonté politique qui est la nôtre, qui est claire, de la ville de Marly en place depuis 2008 d'avoir une véritable politique en matière de logement qui va bien au-delà des objectifs fixés par l'État et des obligations notamment en termes de logements dits sociaux. L'animation en fin de notre ville n'est pas en reste et a été très riche. Avec tout d'abord le 12 octobre dernier, le concert des médiums, beaucoup d'émotions et de nostalgie qui a réuni près de 700 personnes à la salle Dumont. Légitime moment enfin avec un hommage avec le maire de l'époque, Guy Ville, poète patoisant. La visite du Louvre à Lens, organisée par l'Amicale laïque. Le concert de Sainte-Cécile le week-end écoulé dans l'église Saint-Pierre. Et enfin, je voudrais y compris rappeler l'exposition sur l'industrie ferroviaire et notamment sur ces deux sites ANF à l'époque, Marly, Crépin, et qui est devenu maintenant Bombardier, avec cette exposition où une dizaine de classes ont bénéficié d'un échange avec les salariés, comme on dit, qui ont eu l'occasion de participer à la construction de tous ces matériels qui font notre Valenciennois, permettant ainsi de rayonner sur toute la planète. C'est un honneur, c'est la démonstration de notre savoir-faire, de l'existant et des perspectives possibles de développement par la même occasion en la matière. Ces événements forts ont été marqués, y compris à travers la culture. Marly a aussi une vie associative riche, variée, et depuis un mois, 3 personnalités locales, pour mémoire, ont été mises à l'honneur. Il s'agit de M. René Taillé, qui a reçu la palme du bénévolat, échelon bronze, de M. Claude Jumel, la médaille de la jeunesse et des sports, échelon bronze, et enfin de Mme Odette Dupire, la médaille de la jeunesse et des sports, échelon argent. Je profite de cette occasion pour saluer dans le même temps le travail de tous les bénévoles qui donnent de leur temps, sans compter, de leur écoute dans l'ensemble de la vie associative locale, ce vivier précieux, créant ainsi un lien social indispensable à l'équilibre et à l'animation de notre cité. Enfin, il y a eu l'opération Bouge ton école et ta famille, qui a réuni sur 2 jours au stade de Neyer des centaines d'enfants et de familles qui ont ainsi participé à la course pédestre autour du stade, récoltant ainsi un maximum de bouchons pour les reverser à une association caritative. Cette manifestation fut dans le même temps l'occasion de confirmer Marly comme une ville sportive, mais aussi solidaire, puisque plus de 600 kilos de bouchons ont été récupérés. Enfin, en octobre, se sont tenus les traditionnels banquets des anciens, qui leur ont permis de passer cet agréable moment, convivialité, fraternité, détente, bonne humeur. La tenue de ces banquets a été complétée par les animations, dans le cadre de la Semaine Bleue, avec la tenue d'un forum, qui proposait d'ailleurs aux anciens de venir découvrir les trucs et astuces de nos aînés, argumentés notamment et agrémentés de stands, touchant y compris aux spécialités culinaires. Ça a été la visite du patrimoine local, séances de cinéma, concours de belote qui sont venus compléter cette semaine, sans oublier le spectacle de marionnettes intitulé « Dis-moi c'est quoi d'être vieux ?» organisé par la maison de retraite, les Magnolias, et ce dans le même temps avec une édition au sein de notre salle des fêtes. Il me reste à vous inviter, si cela n'a pas été fait, dans le même temps, à l'exposition qui occupe actuellement la salle culturelle du collège, sous l'égide de la municipalité. L'école autrefois, c'est son thème, en partenariat avec l'association FER de Sebourg,
qui est présidé par M. Jean-Pierre Lansky, visible à la salle polyvalente du collège Alphonse Tervoire, donc ce samedi, de 8h30 à 16h30. Et enfin, il y aura la dictée corrigée avec remise de diplôme, qui sera organisée au même endroit, le dimanche à 15h. Pour terminer, je manquerai à mon devoir si je ne vous donnais pas rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains, place Gabriel Péry et à la salle des fêtes pour notre marché de Noël, avec ses animations et bien entendu la descente du Père Noël le samedi à 17h30. Je propose maintenant de passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal, mais avant celui-ci, dans le cadre de nos travaux, je voudrais soumettre à votre approbation. Tout d'abord, il y a une décision modificative, numéro 2, qui vous a été remise sur table dans la mesure où elle date de 2005 pour une modification d'écriture qui se chiffre à 17 centimes d'euros à la demande du percepteur, et c'est bien entendu une question de principe pour rentrer dans la légalité. Deuxièmement, c'est l'autorisation de signer les marchés suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue en fin de matinée et se rapportant à notre maison des associations, à travers laquelle j'y reviendrai dans un second temps. Nous irons vers les travaux qui dureront 15 mois. C'était attendu, c'est maintenant une période qui va rentrer dans sa phase active. Il y a donc l'autorisation de signer les marchés qui vous est présenté sur table. Et enfin, pour information, le plan de financement de la maison des associations. Y a-t-il des remarques pour les projets de livres qui sont sur table? Vous en êtes d'accord? Pas d'objection? Je considère que vous êtes d'accord sur le principe. Et enfin, nous passons donc maintenant aux questions de notre ordre du jour, et immédiatement concernant le plan accessibilité des établissements recevant du public. Dans un deuxième temps, M. Évrard, notre adjoint aux travaux et à l'urbanisme, présentera la délibération. Et en introduction, je céderai bien volontiers la parole à M. Yves Boss de la société Nerios Deia, qui est en charge notamment l'étude, plan de mise en accessibilité des établissements recevant du public. Monsieur Boss, je vous cède bien volontiers la parole. À vous. Merci, monsieur le maire. Messieurs, dames, bonjour. Je crois que vous avez un ordre du jour assez chargé, donc je vais vous présenter le travail que l'on a fait sur le diagnostic d'accessibilité en un quart d'heure, disons. L'objectif pour nous, là, c'est de vous rappeler dans un premier temps la démarche qui a été menée, les obligations qui sont liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et puis d'en arriver assez rapidement sur le programme qui découle du travail qu'on a fait de diagnostic sur les établissements recevant du public de la mairie. Donc vous avez au tableau la présentation qui va suivre, sachant que c'est un extrait d'un document complet qui vous était remis en format papier. Donc ça c'est le sommaire complet du document. On va passer rapidement sur les différents éléments. Donc on a étudié dans le cadre de l'étude 55 l'ensemble des ERP, c'est-à-dire les établissements qui reçoivent du public de la commune de Marly, ce qui représente 55 établissements. Alors, tout de suite, un rappel sur le contexte réglementaire. Cette étude est réalisée parce que le législateur a décidé en 2005 qu'il était important que chacun puisse accéder à l'ensemble des espaces publics, quelles que soient ses facultés. Donc, le but qui découle de cette réglementation, c'est de mettre en accessibilité l'ensemble des espaces publics au plus tard le 1er janvier 2015. Il y a rattaché à cette réglementation des sanctions financières et pénales qui peuvent en découler si les travaux ne sont pas réalisés, et ou la fermeture des bâtiments qui sont concernés. Alors il est important de faire juste une petite parenthèse sur l'évolution de cette réglementation, qui est à l'étude actuellement suite à un rapport de la sénatrice Madame Campion, qui date de début d'année,
qui permettrait de faire les travaux sur un plan de réalisation plus long que 1er janvier 2015, parce que sur l'ensemble des collectivités françaises, il a été identifié que le délai était court, et que les travaux étaient très importants à faire, et les montants très importants. Donc on verra à la fin d'ailleurs du rapport qu'on a fait un plan de réalisation qui dépasse cette date du 1er janvier 2015. Les éléments qu'on analyse sur le patrimoine, sur un établissement qui reçoit du public, eh bien, c'est l'ensemble de la chaîne de déplacement qui va permettre à tout un chacun d'aller depuis l'espace public jusqu'à l'ensemble des services qui sont desservis dans un établissement. Donc, dans l'ordre, tout simplement, à quelques points, les accès, les abords, les portes d'entrée, tout ce qui concerne l'accueil et la signalétique pour l'orientation dans le bâtiment, les circulations dites horizontales, donc c'est tout ce qui est couloir, par opposition aux circulations verticales qui sont les escaliers, les ascenseurs, les élévateurs, l'ensemble du mobilier, l'ensemble des sanitaires lorsqu'ils sont accessibles au public, les espaces éventuellement particuliers sur des établissements comme des établissements sportifs, des tribunes, des estrades dans les établissements scolaires, et puis l'ensemble aussi des installations d'évacuation, parce qu'il est important évidemment de pouvoir aller jusqu'au service dans l'établissement, mais aussi de pouvoir sortir de cet établissement-là, notamment en situation de difficulté d'incendie par exemple. Et ça, quelles que soient les facultés, les capacités des personnes. Donc là, vous voyez sur cette diapositive-là un point sur lequel il est important d'insister, parce que quand on pense personne en situation de handicap, on pense un peu tout de suite personne handicap moteur, personne en fauteuil. Il est important de signaler que dans le cadre de la réglementation de 2005, et donc dans le cadre de notre étude, nous avons analysé l'ensemble des situations handicapantes, donc les déficiences visuelles, les déficiences auditives, les déficiences psychiques ou intellectuelles, et les déficiences motrices, qui peuvent correspondre à des personnes qui sont en fauteuil, mais ça peut être aussi des situations de handicap moteur, telles que des personnes vieillissantes qui se déplacent avec des cannes, ou même des situations temporaires, quelqu'un qui va se déplacer avec des lourdement chargés, avec des sacs par exemple, ou une personne qui est avec une poussette. Donc il faut vraiment envisager cette analyse que l'on fait sur les bâtiments comme, premièrement, faciliter la circulation des personnes handicapées, qui sont évidemment les premières concernées, mais comme l'amélioration du confort d'usage pour tous les usagers. Donc là, pour illustrer les points que l'on a pu étudier et les points qui sont récurrents sur les problématiques d'accessibilité, la première chose, c'est les places de stationnement. Il est important qu'il y ait des places de stationnement qui soient réservées pour les personnes en situation de handicap auprès des établissements qui reçoivent du public, le plus près possible des entrées. Et donc c'est des places qui sont normées en termes de dimension pour qu'une personne en fauteuil puisse se garer avec son véhicule et qu'il y ait un espace pour pouvoir sortir du véhicule sans problème, que cette place soit aussi horizontale pour éviter que le fauteuil parte tout seul par exemple quand on descend du véhicule. C'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais voilà, c'est une somme de choses comme ça que l'on va regarder. Les accès au bâtiment, les entrées, tout ce qui est escalier, rampe. Ensuite, alors les revêtements de sol aussi, effectivement. Là, on ne voit pas trop, mais il peut y avoir des cheminements extérieurs qui sont des chemins en terre battue, qui sont avec des trous, qui sont cabossés et très inconfortables pour les personnes qui sont en fauteuil. Ensuite, sur les entrées, ici, on a illustré par exemple une entrée avec un seuil de porte. Un seuil de porte, encore une fois, pour quelqu'un qui est en fauteuil ou pour quelqu'un qui a des difficultés à marcher, ça peut représenter un obstacle important. Vous voyez les portes vitrées aussi qui illustrent là des obstacles plutôt pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Certaines personnes peuvent ne pas identifier une porte et rentrer tout simplement dans la porte en pensant qu'il n'y a pas de porte. Donc on doit marquer ces portes-là avec des marquages. Alors ça peut être des marquages spécifiques, ça peut être aussi des marquages tout simplement avec bienvenue ou mairie ou une signalétique adéquate, en tout cas qui permettent de voir qu'on est effectivement en face d'une porte. Il y a tout ce qui est, on a indiqué en bas, les sonnettes ou tous les dispositifs de contrôle d'entrée dans les bâtiments. Souvent ces sonnettes sont installées assez hautes.
si une sonnette est disposée trop haut pour une personne qui est en fauteuil, elle ne peut pas l'atteindre tout simplement, donc elle ne peut pas se signaler. Il y a tout ce qui concerne les accueils, donc la signalétique, comment est-ce qu'on va jusqu'à l'accueil, comment on identifie où se situe l'accueil. Souvent sur les banques d'accueil, il y a des tablettes pour pouvoir écrire, pour pouvoir échanger avec le personnel d'accueil. Il faut que ces tablettes soient à des hauteurs conformes pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc c'est les mobiliers, les banques d'accueil. Des boucles magnétiques pour les personnes qui ont des déficiences auditives. On installe sur les banques d'accueil un système spécifique qui fait que les personnes équipées d'un appareil auditif vont avoir le signal, la voix amplifiée. Ça peut passer aussi, parce que là on parle beaucoup d'éléments techniques, mais il est important, on l'a signalé ici, de former aussi le personnel d'accueil pour que les personnes qui vont accueillir le public ne soient pas mal à l'aise vis-à-vis de personnes en situation de handicap et ne sachent pas comment gérer ces situations-là, qu'elles sachent comment accompagner les personnes, comment apporter de l'information. On a tout ce qui concerne les circulations. Donc là, vous voyez un escalier. Ce qui est traité souvent sur les escaliers, c'est les mains courantes. Il faut s'assurer qu'il y ait des mains courantes qui soient bien présentes, qu'elles soient à la bonne hauteur, et que les marches soient signalées pour qu'on puisse les identifier aussi pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Et puis après, tout ce qui est appareil, élévateur et ascenseur par exemple, il y a un certain nombre de normes à respecter. Il faut qu'il y ait des signaux auditifs pour savoir quand est-ce qu'on arrive sur les étages. Il faut que sur chaque palier et à l'intérieur de l'ascenseur, on ait une indication du niveau où on se trouve, pour savoir si on est au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième. Une personne aveugle, elle n'est pas informée, elle ne sait pas où elle arrive. Donc voilà, ça c'était des illustrations, si vous voulez, d'un certain nombre d'éléments. On ne va pas tous les passer en revue. Le bilan sur lequel on arrive pour votre commune sur l'ensemble des 55 établissements qui ont été étudiés fait apparaître un nombre de points à traiter de 1268, donc ça fait un certain nombre. Pour un montant estimatif de travaux qui se monte à 1 500 000 €. Alors évidemment, il s'agit d'une estimation en stade d'audit. Ce travail-là va devoir être suivi par un travail de conception par la suite en termes de maîtrise d'œuvre et de réalisation des travaux, qui va permettre d'affiner, mais là on arrive sur un budget qui est quand même relativement conséquent. Donc, dans le programme de travaux que nous avons établi, nous avons réparti l'ensemble de ces points par type de handicap pour identifier les points d'amélioration que l'on va pouvoir faire pour les différentes catégories de handicap. Par lot technique, c'est-à-dire qu'on a identifié aussi l'ensemble des lots qui vont être concernés. Vous avez vu qu'on a parlé de points à traiter qui vont concerner la maçonnerie, ou des lots électricité, des lots peinture, etc., etc. Donc on a identifié dans le cadre de notre travail, à l'attention des services techniques, l'ensemble des lots qui vont être concernés pour faciliter tout simplement la consultation des entreprises pour réaliser ces travaux. Et puis enfin, on a réparti l'ensemble des points à traiter par niveau de priorité. Donc, le but de ces niveaux de priorité, c'est de pouvoir définir un plan de travaux. Vous voyez, 1,5 million de travaux, ça ne se fait pas en une seule année. Donc il était important de pouvoir définir des niveaux de priorité en fonction de ce par quoi on veut commencer et puis pouvoir avancer progressivement. On a défini en accord avec les services techniques de la commune aussi les 4 niveaux de priorité que vous voyez affichés là. Donc le premier objectif, c'est de permettre l'accès aux établissements dédiés aux services publics. Donc on considère que c'est important de pouvoir accéder à l'ensemble des services publics assez logiquement. Ce qui a été déterminé en priorité 2, c'est l'accès aux établissements destinés à l'enseignement, au sport et aux associations. Et puis de permettre la circulation intérieure dans les établissements dédiés aux services publics. Que dans la priorité 1, on dit qu'on va d'abord accéder à l'accueil dans les services publics, et en priorité 2, on va pouvoir circuler à l'intérieur des bâtiments. En priorité 3, c'est permettre la circulation à l'intérieur des établissements dédiés à l'enseignement, au sport et aux associations. Et enfin, en dernier niveau, c'est permettre l'accès à l'ensemble des niveaux dans tous les établissements recevant du public en installant des ascenseurs lorsqu'il s'avère indispensable. Donc quand on a fait tout ce travail, on arrive encore une fois en accord avec les services. Le programme que vous voyez affiché, donc qui se répartit sur les années 2014 à 2018.
avec des budgets de l'ordre de 290 000 à 300 000 euros par année. Donc vous voyez en 2014, 288 000 euros, vous avez les premiers montants, la première ligne là, qui correspond au montant hors taxe, la deuxième ligne qui correspond au montant TTC. Donc on est sur la première année, 288 000 euros, 298 000 en 2015, 315 000 en 2016, 314 000 en 2017 et 292 000 en 2018, ce qui fait bien 1 500 000 euros de travaux. Donc vous voyez que l'on dépasse cette échéance qui était fixée initialement par le législateur à fin 2014 en fait, c'était l'objectif, c'était le 1er janvier 2015. Mais comme je le disais un petit peu tout à l'heure en introduction, les propositions qui ont été faites récemment en début d'année vont tout à fait dans cette lignée-là. L'objectif, c'est que chaque collectivité ait pu établir son programme d'action de manière claire, comme ça l'est là, et puis que les travaux soient faits progressivement. Donc, voilà pour la partie établissement recevant du public. Monsieur Renaud, je pense, va présenter tout à l'heure l'équivalent pour la partie voirie. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Bosch, pour cette présentation. Et dans la foulée, avant d'échanger, je cède la parole à notre adjoint travail urbanisme, monsieur Évrard. À vous, monsieur Évrard. Merci, monsieur le maire. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux gestionnaires d'ERP de réaliser un diagnostic accessibilité des bâtiments avant le 1er janvier 2009, catégorie 1 et 2, et du 1er janvier 2011, catégorie 3 et 4. De mettre en accessibilité les ERP pour le 1er janvier 2015. Sont repris comme ERP les bâtiments, locaux, enceintes et autres structures qui, selon l'article R 123.2 du Code de la construction et de l'habitation, accueillent toute personne. La commune tient à s'inscrire dans cet enjeu et à se mettre en conformité avec la législation nationale. Vu l'arrêté du 21 mars 2007 portant obligation de la mise en place d'un diagnostic des bâtiments et des lieux concernant cette problématique. Vu la délibération numéro 1204 du 9 janvier 2012 relative à la sollicitation d'une participation financière du département pour le diagnostic accessibilité ERP aux personnes handicapées. Vu le diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées des ERP établi le 13/5/2013 par le bureau d'études Nérios et sa présentation au comité de pilotage mis en place pour suivre l'étude du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements et des espaces publics, celui-ci étant constitué d'élus de Marly, de représentants du Conseil général du Nord, de Valenciennes Métropole, de la DTM, d'associations de personnes handicapées et techniciens. Vu le plan de travaux pluriannuel joint en annexe qui reprend un investissement pluriannuel sur 5 ans d'un montant de 1 805 230 € TTC. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le diagnostic, d'autoriser monsieur le maire à engager les études et d'autoriser monsieur le maire à solliciter les financements nécessaires à l'exécution des études et travaux et de signer les documents s'y rapportant. Monsieur le maire. Merci, monsieur Évrard. Avez-vous des questions sur cette délibération dont chacun mesure l'importance? Alors, il est évident qu'on a travaillé beaucoup en amont, depuis toute une période, pour vous dire en commission, en groupe de travail, c'est ce qui explique aussi le fait qu'après tout ce travail fait en amont, la tendance, elle est de se retrouver après en conseil, et je veux dire, de ne pas avoir parfois la discussion souhaitée. À vous, mademoiselle Canas. J'ai simplement une réflexion, car le document est assez exhaustif.
l'accessibilité des bâtiments municipaux au public. Donc, la réflexion soit également faite par rapport à l'accessibilité des services municipaux pour les agents, fonctionnaires, actuels aujourd'hui ou futurs, qui seront ou qui sont déjà en situation de handicap. Donc, la réflexion qui doit être menée aussi par les collectivités. Et aujourd'hui, il y a des financements qui existent, et ça c'est important, parce que si demain matin, et la ville de Marly, elle est soucieuse de ça, si demain matin un poste se déclare vacant, service technique, service administratif, le poste il doit être accessible à un fonctionnaire en situation de handicap. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc la réflexion, elle doit être menée aussi à ce niveau-là. Certainement, elle a été menée, elle n'est pas apparue simplement dans la présentation des conclusions, mais je pense que c'est important de le prendre aussi en compte. C'est simplement une remarque. Y a-t-il d'autres questions après l'intervention de notre collègue Rita Canas, en prenant en compte, bien entendu, la proposition qui est faite dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan? Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je propose que l'on passe au voix. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Délibération adoptée. En vous remerciant. Vous pouvez rester peut-être pour la deuxième partie, c'est vous qui jugez, bien entendu. Et je passe immédiatement la parole à monsieur Hugues Renaud dans un premier temps pour la présentation, là aussi toujours dans le cadre du plan communal de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Monsieur Renaud, à vous, et dans la suite la présentation de la délibération par monsieur Bernard Évrard, toujours notre adjoint aux travaux, bien entendu, et à l'urbanisme. À vous, monsieur Renaud. Merci, monsieur le maire. Pour poursuivre, je vais vous présenter le plan de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics, donc une synthèse qui a été ici réalisée. Le rappel réglementaire en matière de voirie, les principaux textes, la loi du 11 février 2005 qui a été énoncée précédemment pour la présentation des ERP, qui contenait également ce volet de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics. Les arrêtés de 2005 définissant les conditions d'application, les caractéristiques techniques, notre obligation, éditer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans chaque commune. Une démarche concertée donc, qui a été réalisée par le bureau d'études Iris Conseil, Covadis et Bérim, ainsi que le cabinet Question Paysage. Une démarche qui a été initiée par Valenciennes Métropole, qui a réalisé donc, les 35 plans de mise en accessibilité de la voirie des aménagements des espaces publics et qui a été donc maître d'ouvrage pour cette opération. Sensibilisation et communication, réalisation de plaquettes communicantes sur l'accessibilité et la mise en place des PAV, animation de réunions de presse, commission intercommunale d'accessibilité, suivi technique et méthodologie de l'ensemble des 35 PAV, échange, présentation et validation des résultats, mise en place d'une démarche pérenne et d'outils utilisables par la CAVM sur l'ensemble des communes. L'intégralité des 35 PAV a été réalisée selon le déroulé suivant et rendu. Un rapport d'état des lieux et un pré-diagnostic, des fiches relevées, diagnostics et préconisations avec carte de synthèse, état d'accessibilité, un rapport de synthèse du diagnostic, un rapport de synthèse du PAV avec sa programmation et un compte-rendu de chaque réunion d'avancement. Ces données seront intégrées aux fiches communautaires. Les 4 étapes, initialisation, analyse du territoire, analyse de fonctionnement et de l'organisation du territoire, déterminer les secteurs et itinéraires à diagnostiquer. On ne va pas diagnostiquer la totalité des voiries ni des trottoirs. Relevé diagnostic, relevé et évaluation des dysfonctionnements relatifs à l'accessibilité des PMR. Première préconisation d'amélioration. Le schéma global d'aménagement, de recherche de solutions générales aux problématiques récurrentes. Proposition d'aménagement plus conséquente. Et ensuite, on aboutira à un programme pluriannuel de finalisation du PAV avec l'évaluation financière des propositions et la programmation des interventions par année. Diagnostic de l'état d'accessibilité, chiffrage et préconisation, mise en accessibilité, prix global par thématique, donc une évaluation financière de toutes les problématiques relevées, budget global pour l'ensemble des propositions et une hiérarchisation des actions à mener. On aboutira donc à la programmation pluriannuelle chiffrée. Pour Marly, ces infrastructures
les circulations et la sécurité. Il était donc diagnostiqué les grands axes, le centre-ville, les différentes zones d'activité, la répartition sur le quartier, permettant ainsi d'avoir une présentation des différents pôles d'attractivité, représentés par les différents bâtiments recensés, repris précédemment dans le diagnostic sur les ERP à travers les bâtiments communaux essentiellement. Le rappel du diagnostic qui a été réalisé, c'est 10 km de cheminement et 27 pôles diagnostiques. Ce n'est pas la totalité des voies communales, c'est 10 km, ce qui représente à peu près plus de 25%. Le diagnostic a relevé des cheminements plutôt accessibles, 90% du linéaire, des passages piétons majoritairement inaccessibles, donc là une action importante à mener, du mobilier accessible, des places de stationnement réservées en nombre jugées comme suffisant, 26 places et plutôt conforme. On peut toujours améliorer cette question. Le montant des travaux de la mise en accessibilité, reprenant ce qui a été diagnostiqué précédemment, c'est 2 494 200 € hors taxe. La répartition des montants travaux, essentiellement du cheminement, 2 100 800 €, 85% de la dépense. De l'accès au bâti, 266 600 €, du mobilier, des passages piétons, du stationnement, des rampes, des escaliers, qui sont répartis sur le diagramme qui vous est présenté. Les répartitions des dysfonctionnements par thème, c'est pas forcément significatif, c'est du mobilier essentiellement, dans le cadre des cheminements, ou des positionnements de passages piétons ou borduration. Une synthèse a été effectuée par rue, donc avec un linéaire, qui sera repris ensuite sur le système d'information géographique de Valenciennes Métropole, et un coût estimatif des travaux à effectuer. Les 10 km de cheminement, donc avec un éclaté, combler et résorber les fissures sur les revêtements, réorganisation d'espaces publics de façade à façade, 1,62 12 km concernés, reprise de revêtement de trottoir, les 188 côtés de passage piéton, reprise intégrale dans la majeure partie des cas, 426 mobiliers, et le réaménagement des places GIC. Le coût des travaux de mise en conformité des accès au pôle est déterminé par l'accès au bâtiment, le seuil, ainsi que les éventuels escaliers errants, l'aménagement de la place de stationnement réservée, sans compter la rébus, l'itinéraire emprunté pour allier la place de stationnement à l'entrée du bâtiment. Donc là, c'est pour accéder à ce bâtiment depuis une place de stationnement jusqu'à l'entrée. Montant des travaux, mise en accessibilité des pôles, 98 300 €. La même chose pour un itinéraire emprunté pour relier l'arrêt de bus le plus proche à l'entrée du bâtiment, pour un montant de 315 800 € hors taxe. Les priorités d'action ont été données aux aménagements permettant d'améliorer l'accessibilité aux accès aux ERP, en cohérence avec le document précédent. La campagne de mise en accessibilité des passages piétons dans les secteurs non réhabilités prochainement. Campagne de mise en conformité des mobiliers, l'aménagement du cœur de ville où se situe la grande majorité des ERP, sur les phases 0 et 1, on verra précédemment. Mise en conformité des autres axes structurants de la commune. L'aménagement du cœur de ville se décompose en 3 temps. En premier lieu, phase 0, les travaux de réfection de voirie, trottoir avenue de la Paix, rue Gilles Favry, rue des Violettes, rue Roger Salengro, place Gabriel Péry, rue Paul Langevin, rue Delbob et rue Cabri-Lina. Où des aménagements ont déjà été programmés par la commune sur la période 2009-2014. Dans un deuxième temps, phase 1, l'aménagement des rues Henri Barbus et Jean Jaurès, qui assurent la desserte du centre-ville, qui sont donc affectés en priorité. Finalement, et sur le plus long terme, la phase 2, il est possible d'envisager l'aménagement de la liaison de Saint-Saul à Marly, de la rue de Frézeau, de la rue de Conservat et de la rue des Loups. Les hypothèses de budget annuel consacrées à la mise en accessibilité, avec une dépense possible de 100 000 € hors taxe par an, sur des aménagements déjà programmés, comme la rue de la Paix ou la rue des Projets Saint-Lambert. On aurait donc cette proposition ventilée sur à peu près 16 années, qui reprendrait une dépense annuelle d'environ 100 000 € hors taxe. Phase 0, 735 500, phase 1, 535 800 € hors taxe, phase 2, 195 800 € hors taxe. Pour mémoire, la somme représente un montant de
1 487 100 € hors taxe, donc qui n'est pas la somme complète du diagnostic. Donc il y a encore des dépenses à ventiler sur les années suivantes. Ces actions pourraient être complétées par, celles-ci peuvent être chiffrées de manière spécifique dépendant des choix faits par la commune, donc par des réflexions spécifiques sur la politique d'aménagement urbain de la commune de Marly, politique de stationnement, recherche d'emplacements spécifiques pour la mise en place de pôles de stationnement, et aussi des interventions de communication et de sensibilisation à l'accessibilité PMR auprès des différents acteurs. Gestion des tunnels, par exemple, sensibilisation auprès des habitants, avec des services de ramassage. Merci, monsieur Renaud. Monsieur Évrard, dans la foulée, vous présentez la délibération. Je vous en remercie. Merci, monsieur le maire. La loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose pour chaque commune l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement du territoire communal. Il met en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité de cheminement accessible entre les différents établissements recevant du public dans un périmètre défini. L'ancienne métropole a décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des 35 communes membres concernant l'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce plan définit pour la ville de Marly un programme de travaux évalué à 2 983 063 TTC pour 10 000 mètres linéaires diagnostiqués. L'élaboration du PMAVAEP a été effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment les associations de personnes handicapées et à mobilité réduite, les commerçants, les gestionnaires de voirie traversant la commune concernée. La commune est déjà en possession du plan en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Valenciennes Métropole. Vu les dispositions en vigueur, vu le décret numéro 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics tel que présenté et annexé à la présente. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Évrard. Donc, ça complète déjà la délibération précédente. Et on va vers cette volonté, bien entendu, qui nous rassemble, en sachant que sur les implications financières, comme cela a été bien présenté précédemment, ceci étant, plus jamais, l'heure est au rassemblement pour faire en sorte que nous puissions avancer sur ces questions. Y a-t-il des demandes d'intervention? Aucune main ne se levant, je vous propose de passer cette délibération au vote. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Et nous passons ensuite avec une délibération présentée par Madame Ouret-Ledroll, qui, comme on dit, présentera les délibérations de notre collègue Didier Caillé, j'excuse, qui est retenu pour des questions de santé en raison du froid qui est passager en tant que maire adjoint. Alors, Madame la première adjointe, vous avez la parole. Messieurs, nous vous souhaitons un bon retour et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, le budget primitif est toujours adopté en séance de mars et sur les prévisions et les dépenses qui sont connues à l'époque. Donc, comme chaque année, il est nécessaire de procéder aux ajustements suivants en section de fonctionnement et d'investissement. C'est des ajustements à l'interne qui ont été demandés par les services.
Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette décision modificative. Merci Madame Mouret. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Aucune main ne se levant. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Toujours à vous Madame Mouret. Attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal. C'est une indemnité qui est réglementaire, donc il est proposé au conseil municipal de décider le versement en faveur de M. Jean-Luc Prouvé, receveur de la commune, de l'indemnité de conseil donc le versement en faveur de M. Jean-Luc Prouvé, receveur de la commune, et de l'indemnité de conseil à son taux maximum, soit actuellement à une indemnité annuelle brute de 1 707 €, restant à déduire évidemment les cotisations obligatoires, la CSG, la RDS et le 1% de solidarité. Merci Madame Mouret. C'est la délibération traditionnelle qui vient toujours et qui nécessite bien entendu d'être présentée et d'être votée. Alors celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Je vous cède toujours bien volontiers, Madame Le Mouret, la parole concernant le dossier des admissions en non-valeur. La trésorerie sollicite l'admission en non-valeur des titres indiqués dans le tableau joint en annexe. Ces créances concernent les frais de séjour au Grand Jet, des études surveillées, de l'atelier du petit bricoleur et des mises en fourrière impayées. Les procédures de recouvrement forcé menées par la trésorerie ont été menées jusqu'à terme. En dépit de ces diligences, le receveur municipal n'a pu, comme il en est chargé, recouvrer ses titres de recettes. Il est rappelé que l'admission en non-valeur n'apporte pas juridiquement extinction des dettes et des poursuites. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre ces titres en non-valeur, en sachant que le travail qui a été fait par les services et par aussi les adjoints, les élus, ont permis quand même de diminuer très sensiblement ces admissions en non-valeur. Merci pour l'action commune qui a été menée, élus et services dans ce domaine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose que l'on passe aux voix celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Je cède bien volontiers la parole à Madame Rita Canas concernant l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. À vous, Madame Canas. Monsieur le maire, instituée donc par la loi numéro 91-89 du 13 mai 1991, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet d'assurer une péréquation et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à des charges élevées au regard de leur potentiel de ressources. L'éligibilité à la dotation fait intervenir plusieurs paramètres: le potentiel financier par habitant, le nombre de logements sociaux, le nombre de personnes couvertes par l'aide au logement et le revenu des habitants. L'article L111-12-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire d'une commune ayant bénéficié au cours de l'exercice précédent de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale présente au conseil municipal avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice un rapport qui va retracer les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement, des conditions de vie et les moyens qui sont affectés. Marly ayant bénéficié en 2012 d'une telle dotation d'un montant à hauteur de 690 185 €, le conseil municipal est destinataire donc, du rapport que vous avez ci-après. Donc, je vais quand même donner des grands traits au détail. En termes de fonctionnement, il y a eu 170 000 € de subventions CPAS, matériel sportif pour 8 919 € et 31 centimes, 339 676 € versés de subventions aux associations, de subventions exceptionnelles toujours aux associations pour 29 071 € et 20 centimes, le séjour au Grand Jet pour les classes primaires, découverte et séjour d'été pour 79 119 € et 58 centimes, les transports scolaires pour 22 650 € et 18 centimes. Et en termes d'investissement, cela nous a permis de financer des investissements sportifs à hauteur de 21 175 € et 25 centimes et d'autres investissements à hauteur de 18 973 38 centimes. Je tiens à souligner, monsieur le maire, que quand même
Dans le cadre de ce mandat municipal, le conseil municipal, chaque année, a donné le détail, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Il fallait quand même le souligner. Absolument, Madame Canas, en vous remerciant notamment du rôle que vous jouez dans le domaine de la mise en œuvre de cette politique. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Nous passons donc au voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec la modification du tableau des effectifs. Par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs pour tenir compte, 1. Des possibilités d'avancement de grade, de promotion à terme, de réussite aux concours et examens professionnels, pour adapter certains postes aux nécessités de service, notamment pour les assistants d'enseignement artistique. Un ajustement de ce même tableau des effectifs est nécessaire. Alors, vu l'avis du comité technique paritaire, qui s'est tenu en date du 23 octobre 2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce tableau. Y a-t-il des demandes d'intervention? Celles et ceux qui sont pour adopter ce tableau, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Nous passons ensuite avec Madame Janine Lecaille qui vous présente l'adoption du règlement local de publicité. À vous, Madame Lecaille. Donc, une note de présentation de délibération pour l'approbation du règlement local de publicité. La municipalité a engagé une procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité avec les objectifs suivants. Affirmer le statut de Marly comme ville forte du parc naturel régional Serre-Petite. Une ville forte est une ville en périphérie du parc qui adhère aux objectifs de la charte du parc mais qui ne peut l'appliquer directement sur son territoire. Deuxièmement, poursuivre la politique d'amélioration du cadre de vie engagé. Ensuite, préserver les secteurs d'intérêt paysager et architectural. Définir des règles relatives à l'implantation des dispositifs publicitaires et préenseignes sur le territoire communal en limitant leur nombre et leur surface, tout en répondant aux besoins locaux de promotion de signalétique. Et enfin, améliorer l'insertion des enseignes dans le paysage urbain et notamment dans les zones d'activité et le centre-ville. Donc, le 14 février 2013, notre Assemblée arrêtait le projet de RLP et tirait le bilan de la concertation liée à cette procédure. Depuis cette date, elle a connu quelques temps forts que je me propose de vous exposer. Donc, d'abord, la transmission du projet de RLP aux personnes publiques associées pour avis. Examen du projet de RLP par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation publicité le 21 mai 2013 qui a abouti à un avis favorable assorti de recommandations. L'enquête publique portant sur le projet du 4 septembre 2013 et au 4 octobre inclus, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable dans ses conclusions du 8 novembre 2013. Le projet de RLP soumis à approbation a été légèrement modifié afin de prendre en compte les quelques observations émises dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées et de l'enquête publique. Alors, les modifications les plus importantes. Pour les autres, vous avez tous le dossier annexé à vos fascicules couvrant le projet de RLP avec les modifications apparentes. Donc, le plus important. Il ne prendra plus la forme d'un arrêté, mais sera uniquement du ressort de la délibération du Conseil qui comportera une partie réglementaire. Autre modification, la suppression de l'interdiction de la publicité sur véhicules à usage publicitaire. En effet, la nouvelle rédaction du Code de l'environnement ne permet pas, a priori, de réglementer cette publicité. La suppression de l'interdiction de la publicité de petit format sur B, commerçant, qu'on appelle le micro-affichage, à la demande de l'UPE, qui est l'Union de la publicité extérieure, qui représente les afficheurs, et de la DDTM, qui est, vous savez, la Direction départementale des territoires et de la mer, ex-DDE.
Les enseignes temporaires, donc aussi modification, donc soumises au régime général concernant la durée d'affichage. Par exemple, les soldes. Selon le Code de l'environnement, ces enseignes temporaires peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation de l'opération. Ensuite, les préenseignes dérogatoires. On appelle donc préenseigne dérogatoire tout dispositif installé hors agglomération signalant des activités telles que restaurants, hôtels, stations essence, garages, terroirs, etc. Les préenseignes dérogatoires sont soumises au régime général, c'est-à-dire le Code de l'environnement. Pour tenir compte de la remarque de la DDTM et des observations des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine, le RFP n'aurait pas vocation à réglementer les préenseignes dérogatoires, donc pour tenir compte, les articles concernant ces préenseignes ont été supprimés. Aussi, le nombre de barrettes de préenseignes ne sera plus limité. L'ancien projet limité à 4 par établissement. Donc, ça ne sera plus limité. Dans les articles relatifs à la publicité sur façade, nous avons préféré utiliser le mot unité foncière plutôt que le mot parcelle, car une unité foncière peut contenir plusieurs parcelles. Les suites de la procédure. Le RLP sera opposable dès que seront effectuées les formalités d'affichage et de transmission au contrôle de légalité, conformément aux dispositions du décret numéro 2013-606 du 9 juillet 2013. Toutes les publicités et préenseignes doivent être conformes aux dispositions du règlement local de publicité les concernant au plus tard 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du RLP. Toutes les enseignes doivent être conformes aux dispositions du règlement local de publicité les concernant au plus tard 6 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du RLP. Toutes les nouvelles publicités, enseignes, préenseignes ou demandes de modification devront être conformes au LRP dès son entrée en vigueur. Donc, considérant que le règlement local de publicité tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement local de publicité tel qu'il est annexé à la présente, de dire que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, de dire que, conformément à l'article L 123-10 du Code de l'urbanisme, le règlement local de publicité approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Marie, ainsi que dans les locaux de la préfecture du département. La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. De dire que, conformément à l'article L 123-10 du Code de l'urbanisme, le règlement local de publicité approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Marie ainsi que dans les locaux de la préfecture du département. De dire que, conformément à l'article L 580-14-1 du Code de l'environnement, le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé par arrêt modificatif au plan local d'urbanisme. De dire que, conformément à l'article R 581-79 du Code de l'environnement, ce règlement donc, est mis à disposition sur le site internet de la commune ou de l'EPC. De dire que la présente délibération sera exécutoire dans un délai d'1 mois suivant sa réception par le préfet, si celui-ci n'a notifié aucune modification apportée à ce règlement, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications des réceptions par le préfet lorsque la commune est comprise dans le périmètre d'un slot opposable. Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. Merci Madame Lecaille pour tout ce travail. Félicitations sur tout le travail que vous avez impulsé. Je tiens à féliciter au nom du conseil Janine Lecaille dans ce domaine. Y a-t-il sur ce dossier
qui a demandé bien des heures de réunion, de travail, et nous en sommes aux conclusions. Les demandes d'intervention. Je ne vois pas de demande. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, en vous remerciant. Nous passons ensuite avec l'autorisation de signer les marchés suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue en fin de matinée et qui se rapporte à la réhabilitation de la maison des associations. Il s'agit là donc de travaux de réhabilitation de la maison des associations qui est située rue des Ateliers, sur le site de la Rhônelle, l'ex-Mardi Industrie, ANF Angeco, ANF plus lointain encore, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale. L'opération porte ainsi sur des travaux de réhabilitation du bâtiment s'articulant sur 3 axes primordiaux. 1. Mise aux normes thermiques et d'accessibilité. Deuxièmement, mise en œuvre d'un éco-chantier. Troisièmement, mise en valeur de la thématique environnementale dans le bâtiment qui touche à la communication et l'éducation. Alors, le marché est décomposé en 6 lots avec comme premier lot, ça se rapporte à la démolition, au désamiantage, aux grosses œuvres et à la serrurerie. Le second lot, tout ce qui touche à la charpente, à la couverture. Le troisième lot, carrelage et faïence. Le quatrième, à la ventilation, plomberie sanitaire. Le cinquième lot se rapporte au courant fort et faible, compris dans les contrôles d'accès et la vidéosurveillance. Et le sixième lot, eh bien, c'est l'ascenseur. Alors, le cabinet d'architecture, Doda et Villain, situé à Valenciennes, en groupement avec le bureau d'études EXA Ingénierie, qui est situé à Douai, ont été désignés en tant que maître d'œuvre du projet, suite à une consultation en procédure adaptée. Alors, au vu du montant maximum estimé pour ces travaux, un marché à procédure adaptée a été lancé, conformément aux articles 26 et 28 du Code des marchés publics. La commission technique d'appel d'offres s'est réunie donc ce 21 novembre 2013 et a jugé économiquement les plus avantageuses les offres des sociétés suivantes. Le lot 1, l'entreprise Masolini, pour un montant global de 187 876 € et 16 centimes. Offre de base plus option. Le lot numéro 2 à l'entreprise MRB Caloresco pour un montant global de 124 567 € et 26 centimes. Offre de base plus variante. Le lot numéro 3 à l'entreprise Brackman pour un montant global de 20 111 € et 84 centimes. Le lot numéro 4 à l'entreprise Misnar pour un montant global de 85 549 € et 4 centimes d'euros. Le lot numéro 5 à l'entreprise Grezel pour un montant de 86 999 € et 99 centimes. Et enfin, le dernier lot, numéro 6, à l'entreprise Schindler pour un montant de 30 797 €. Tout en sachant que les travaux de peinture, sol souple, plâtrerie, isolation, plafond modulaire, menuiserie, bois intérieur, menuiserie aluminium extérieur, gestion des déchets de chantier font partie intégrante de l'opération, mais servent de support à des marchés d'insertion et de qualification. Nous irons donc, nous l'avons décidé ce matin, dans le cadre de chantier d'insertion. Ce projet a été mené avec le concours de la Maison de l'Emploi, dont je veux saluer l'apport précieux. Ces lots sont passés en procédure adaptée conformément à l'article 30 du Code des marchés publics. Alors, le marché se décompose en 4 lots. Le lot numéro 1, peinture, sol souple. Le lot numéro 2, plâtrerie, isolation, plafond modulaire, menuiserie, bois intérieur. Le lot numéro 3, menuiserie extérieure, aluminium. Le lot numéro 4, propreté de chantier, gestion des déchets. Notre commission d'appel d'offres, réunie toujours ce jour, a jugé économiquement
les plus avantageuses les offres des structures suivantes. Le lot numéro 1 à l'association Espoir pour un montant de 62 721 € et 61 centimes. Le lot numéro 2 à l'association Espoir pour un montant de 103 490 € et 43 centimes. Le lot numéro 3 à l'association Point Fort pour un montant de 96 944 € et 17 centimes. Et le lot numéro 4, c'est le dernier, à l'association C2RI pour un montant de 6 793 € et 33 centimes. TTC, le délai global d'exécution des travaux est de 14 mois, celui-ci augmenté d'1 mois de préparation. Il est donc proposé au conseil municipal que vous puissiez autoriser monsieur le maire, monsieur Caillé, adjoint aux finances, en cas d'empêchement de monsieur le maire à signer les marchés précités, les marchés complémentaires et en cas de circonstances imprévues et tous les documents à venir avec les entreprises attributaires des marchés repris ci-dessus. D'imposer enfin les dépenses au compte correspondant dans la limite du budget voté. J'en ai terminé avec la présentation de cette délibération. Marché public. Y a-t-il des demandes d'intervention? Nous avons eu la CAO, je l'ai répété ce matin, on a échangé, et là pareil, ça fait l'objet de tout un travail en amont qui dure depuis des mois, en remerciant encore toutes celles et ceux qui ont apporté et prêté leur concours à l'élaboration de ce dossier qui est très précieux, vous en doutez, pour notre ville de Marly, le milieu associatif et autres. Bon alors, s'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose que l'on passe au voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, en vous remerciant. Nous passons ensuite, en cédant bien volontiers la parole à M. Alain Mamoulot, au Fonds social européen, demande de subvention pour la réhabilitation de toujours notre maison, des associations. À vous, M. Mamoulot. Merci, M. le maire. Alors, la commune de Marly s'est engagée dans une démarche de reconquête de l'ancienne friche du site de Marly Industrie. Au cœur de ce site, seul subsiste un bâtiment de 80 000 m², destiné autrefois à l'industrie, le siège historique des bureaux de cette industrie. La municipalité y a installé des associations, 9. Cependant, seuls quelques aménagements ont été réalisés. Aujourd'hui, ces travaux ne suffisent plus à répondre aux obligations en termes énergétiques et d'accessibilité. De plus, une meilleure fonctionnalité du bâtiment devra permettre un meilleur confort d'usage pour les associations de la commune et être une vitrine de la dynamique environnementale développée sur le chantier et le quartier. La commune a souhaité mettre en œuvre sur ce projet un éco-chantier d'insertion, mené en partenariat avec la Maison de l'Emploi de Valenciennes Métropole. Cette prestation d'insertion s'inscrit donc dans le cadre d'une opération globale de travaux qui consiste en l'éco-rénovation de la maison des associations. Les candidats devront s'organiser pour répondre aux impératifs d'un tel chantier. Respect des plannings, coactivité avec des entreprises du secteur classique et répondre aux exigences liées au Grenelle de l'environnement. Le fondement de la démarche est de faciliter l'accès à des activités salariées pour des personnes en grande difficulté sociale, étape indispensable à la construction sociale de l'individu. Ces activités salariées sont la première étape d'un long parcours d'insertion et de professionnalisation. Pour ce faire, en partenariat avec la Maison de l'Emploi de Valenciennes Métropole, un marché d'insertion et de qualification a été lancé par la commune. Valenciennes Métropole est délégataire d'une subvention globale FSE, notamment sur la mesure de 421 intitulée « Promotion de la bonne gouvernance locale », qui permet de financer des projets pour lesquels l'ancrage territorial et la proximité locale sont des atouts décisifs pour faciliter les mutations de l'économie d'un territoire. Dans le cadre d'un emploi, Valenciennes Métropole, en partenariat avec la Maison de l'Emploi, a accompagné les porteurs de projets d'utilité sociale entrant dans une démarche d'éco-construction et facilitant l'utilisation d'un marché d'insertion. L'idée étant de s'inscrire dans une démarche globale pour une meilleure prise en compte des problématiques économiques, environnementales et sociales du territoire. Aussi, afin
Aussi, afin de favoriser l'insertion des bénéficiaires salariés des ateliers et chantiers d'insertion, retenus dans le cadre du marché d'insertion et de qualification passé par la commune, le FSE permettra de financer l'accompagnement des personnes en insertion, les mesures prises pour assurer l'accompagnement socio-professionnel des personnes. La ville travaillera conjointement avec les ateliers et chantiers d'insertion, ACI, titulaires de l'eau et les partenaires pour les recrutements et la mise en œuvre du dispositif de formation. Une attention particulière sera portée sur les niveaux de qualification professionnelle susceptibles d'être atteints et les perspectives de pérennisation des emplois. La commune souhaite donc solliciter une subvention FSE dans le cadre de la subvention globale portée par Valenciennes Métropole. La dépense éligible à ce titre s'élève à un montant de 49 629 € hors taxe, avec un taux d'intervention du FSE de 50%, soit un montant du FSE sollicité à 24 814,50 €. Le projet se déroulera de janvier 2014 à février 2015. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet et la démarche ci-dessus décrite, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter le financement nécessaire à la réalisation de cette opération, d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer les documents et conventions financières s'y rapportant, d'imputer les recettes correspondantes sur les crédits ouverts au budget. Alors, ce projet, c'est un projet unique dans le département. Ce projet de éco-chantier insertion, il est vraiment unique et c'est le premier qui est mis en œuvre. Donc le montant global des travaux s'élève à 800, toute taxe s'élève à 803 613,41 €. Donc nous avons environ obtenu 60% du marché total. Donc 60% de 800, disons que c'est pas mal au niveau des subventions. Alors je voudrais dire ceci, qu'aujourd'hui la municipalité, toutes les subventions, toutes les grosses rénovations qu'elle a fait, elle a obtenu entre 60 et 80% de subventions par rapport au montant global des travaux. Ce qui nous a permis, nous, municipalités, monsieur le maire, de diminuer la dette que nous avons trouvée en 2008 et de ne pas faire 1 € d'emprunt. Voilà ce que je voulais dire. Alors, et puis, pour en terminer, je voudrais quand même saluer et féliciter et remercier les services techniques et le service sport jeunesse association dans le cadre du déménagement et du replacement de toutes des 8 ou 9 associations qui ont été là. Ça n'a pas été facile parce que chacun, ils ont des intérêts particuliers, ils ont des problèmes particuliers. Je tiens à les remercier, monsieur le maire. Très bien, M. Mamoulou, et moi je tiens à vous remercier pour la conduite notamment de cette mission qui était, comme je viens de le dire, Alain Mamoulou, qui n'était pas simple, hein, et conjointement avec les travaux, sous l'impulsion de Bernard Évrard, on va franchir une étape de dossier subventionné, ça a été dit, à plus de 60%, et deuxièmement, vie associative, qui est, je le répète souvent, comme partout, un vivier auquel nous tenons particulièrement. C'est ainsi qu'on a pu assister à un développement considérable du milieu associatif ici même dans notre ville. C'est le témoignage un peu, tout le monde dit, et vient du fait qu'il y a le bien vivre en ce qui concerne les assos, le respect de celles-ci, le vivre ensemble, qui sont des valeurs auxquelles nous tenons tous particulièrement.